Avec 5 minutes de rab, vraiment super. Merci. Donc ça a bien été noté. Il y aura bien un débat interactif à l'issue de ces présentations. On enchaîne avec une zapette. Voilà. Donc bonjour, Pascal Hurard, ST Microelectronics. Je vais vous parler d'un sujet un petit peu différent aujourd'hui. Donc déjà, je vais présenter qu'est-ce que c'est que la chaîne de valeur dans l'électronique, hein, comment ça fonctionne. Donc ST Microelectronics, c'est à peu près 11 000 ingénieurs dans le monde. On est 55 000 en tout. 5 500 ingénieurs en France. On fait surtout de la R&D. C'est le cœur de notre métier. On fait bien sûr de la production. Qu'est-ce que c'est que je vais me focuser aujourd'hui sur la R&D. Hein. Je suis dans la R&D, donc l'IA pour la R&D. Donc on aura le même process que celui-ci, aussi bien pour le design, la fabrication du process en fab, donc comment est-ce qu'on fait la physique de l'électronique, mais également le packaging, la mise dans un boîtier, le test, etc. Donc on a des ingénieurs qui font des scripts de commande, qui utilisent des outils du marché, hein, Electronic Design Automation, ça s'appelle EDA. Le TAM de ce marché-là, c'est à peu près 16 milliards de dollars par an. Et donc c'est toute une suite d'outils où on passe de l'un à l'autre avec des ingénieurs spécialisés pour chacun des outils. Voilà. Donc derrière, on crée un fichier de description du silicium qui s'appelle GDS. On l'envoie à la fab le produit. Ensuite, on le met dans un boîtier, etc. Une fab, c'est entre 15 et 20 milliards de dollars par unité. À Crolles, il y a deux fabs. Il y a une fab de 200 mm et une fab de 300 mm. Une machine dans la fab, le stepper, la machine centrale, c'est 1 demi-milliard de dollars. Ça vous fixe à peu près les ordres d'investissement. On investit en gros, en France, dans notre fab 300 mm, à peu près 1 milliard de dollars par an, en ce moment. Il y a la même chose à Gratte, en Italie, à côté de Milan. Donc, on a une fab 300 mm qui est ouverte l'année dernière. Et on en a une autre qui est en train d'ouvrir à Catane, pour faire du SiC 300 mm également. SiC, c'est silicon carbide, c'est pour les moteurs de voitures électriques. Et puis pour les data centers, enfin tout ce qui est électronique de puissance. Donc, on est sans arrêt en train de nous remettre en cause parce qu'on est coincé entre les grands de l'électronique, que ce soit des Chinois ou des Américains. Donc, il y en a, à partir de 2019, on a lancé ce qu'on appelait le Bootcamp, où on voulait comprendre ce que c'est que l'IA, comment ça peut nous aider. Mais pas par le moyen, à l'époque, il n'y avait pas de LLM. On voulait vraiment comprendre comment changer intérieurement le métier pour les gens de la R&D. Donc là, c'est pas du manufacturing, ce que vous avez pu voir jusqu'à présent. C'est vraiment les ingénieurs R&D qui vont aussi bien depuis la physique du semi-conducteur, c'est-à-dire la physique quantique, jusqu'à le design digital ou le design analogique. Donc on a lancé plusieurs programmes, voilà les programmes, la montée en puissance. En 2024, on avait une centaine de personnes. En 2026, on a plus de 400 personnes qui travaillent là-dessus. Il y a un projet que j'ai la chance de piloter au niveau compagnie où on a 150 ingénieurs qui sont en train de travailler dans le même projet. Et je vais un peu détailler comment ça se passe. Vraiment pour changer complètement la façon dont on fait la R&D. Donc aujourd'hui, on s'occupe de la partie à droite. Donc on fait soit du prédictif, c'est pas du GNAI au sens génératif, hein, et le prescriptif où c'est du GNAI, mais pas au sens où vous l'entendez. C'est-à-dire c'est pas un LLM avec un RAG et un agentique. C'est une génération comme quand on génère des images avec les méthodes de diffusion. Donc nous on a mis en place ce qu'on appelle les ponts de Schrödinger. C'est des maths. La personne de Van der Graaf disait avant c'est maîtriser les maths, c'est maîtriser les maths. On est en plein dedans. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On résout les équations de Poisson, on résout les équations de Maxwell. Quand on résout les équations de Poisson, on fait ce qu'on appelle de la TICAD, donc résolution des éléments aux éléments finis. Quand on fait une résolution des équations de Maxwell, on fait du design optique. Et quand on résout les équations de Schrödinger, on fait de la physique fondamentale. Et aujourd'hui, on fait les trois. Donc, ce qui est important pour nous, c'est de se différencier. On est coincé, je vous le disais, entre les États-Unis et la Chine, enfin l'Asie, on va dire, au sens large. Donc, on a des chaînes de low-code, no-code, bien entendu. On utilise ça à l'échelle de la compagnie. C'est déployé par des équipes spécialisées. Puis, DTIT, chez nous, ça s'appelle ainsi. On crée de knowledge databases. Par contre, aujourd'hui, même si on a ces solutions-là qui sont proposées également par nos EDA vendeurs, elles ne nous permettent pas d'aller plus loin, parce qu'elles se basent sur l'existant. On voudrait aller plus loin. Donc on nous promet aujourd'hui que grâce au GenAI, on va avoir un whitewashing des scripts pour obtenir des solutions de meilleure qualité. Mais aujourd'hui, ce n'est pas prouvé. Et les premiers essais montrent que ce n'est pas si évident que ça, même avec l'humain dans la boucle. Donc on a cherché autre chose.
Donc on a une solution prescriptive qu'on va mettre en production en deux étapes. La première étape, c'est de créer des surrogates. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est qu'un surrogate? Enfin, qui sait ce que c'est qu'un surrogate dans la salle, s'il vous plaît? Bon, il y a maximum 7 personnes, peut-être 10. Ok, un surrogate, c'est un outil d'accélération. C'est-à-dire que n'importe quoi, j'ai mis outil au milieu, tool, n'importe quel outil, c'est-à-dire quel software, équation, set d'équations, set de méthodes, quelle que soit la solution. C'est l'application du théorème d'approximation universelle. Allez voir Wikipédia. Wikipédia anglais, il est beaucoup plus long que le français, donc j'avais les mêmes paroles il y a 3 ans ici. Aujourd'hui, il a été updaté. Un CNN, un Convolutional Neural Network, c'est rien d'autre que l'application du théorème d'approximation universelle. Avec n équations, on peut approximer n'importe quel problème dans R puissance n, donc c'est des maths. Et avec n'importe quel CNN, on peut approximer n'importe quel problème. Aujourd'hui, sur nos 50 projets en développement ou en production, on n'a pas eu un seul échec là-dessus. Ça marche. Donc on couvre à peu près tous les domaines. Donc aujourd'hui, vous prenez un outil, vous fabriquez une database synthétique avec l'outil, vous pouvez créer un surrogate à condition d'avoir une bonne database. C'est-à-dire, il faut contrôler le behavior, il faut avoir une seule équation à mapper, vous ne pouvez pas en mapper 2. Ou alors, il faut pouvoir les différencier. Mais sinon, vous avez une espèce de gloubi-boulga résultat bizarre qui va être rien du tout. Donc il faut mapper une seule behavior de l'outil. Derrière, il faut assez de densité, de coverage du domaine, enlever les outliers si vous en avez, et puis travailler sur une représentation mathématique pour que le surrogate arrive à bien prédire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, qu'est-ce qu'on lui donne à manger? Comment est-ce qu'on représente l'espace dans lequel doit travailler l'IA? Et ça, c'est la grosse question. Vous fixez avec ça le niveau maximal de qualité. Tout le reste, ça sert à atteindre ce niveau maximal. Quand vous avez une bonne représentation mathématique, vous pouvez atteindre n'importe quel niveau. Aujourd'hui, on atteint des niveaux où on a moins d'une erreur en PPB. C'est-à-dire, je prends un gros circuit, un des plus gros d'ST, je vais modifier tous les transistors de ce circuit avant de le lancer en fab avec une IA. Tous ont été modifiés. J'ai eu 0 perte de rendement. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs milliards de transistors, tout est passé dans l'IA, tout est ressorti, mais le niveau, la représentation mathématique était adaptée aux besoins, c'est-à-dire que quand elle faisait le calcul pour faire ces modifications, jamais elle pouvait se planter sur plus d'1 milliard de transistors. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a développé, on ne cherche pas à le breveter, parce que chez nous, on ne brevette pas ce genre de méthode-là, mais c'est quelque chose qu'on a publié. Ensuite, on peut enlever l'outil et travailler ce qu'on appelle avec des PIN, Physical Informed Neural Network. Donc là, vous n'avez plus à avoir de database de sortie ou de référence. Ce sont les équations et les contraintes qui vont vous donner le calcul de la loss. Alors mon conseil, c'est de ne pas utiliser des pins directs, mais des spins, des semi-Physical Informed Neural Network. Pourquoi? Parce qu'un pin, ça va être extrêmement lent à converger. Alors que quand vous lui donnez à manger un petit peu de supervisé avant, vous facilitez la convergence et vous passez d'un temps de learning de plusieurs mois à quelque chose qui est de quelques jours. Donc, faut jamais aller faut jamais être jusqu'au boutiste. On prend ce qui est bien dans le pin, ce qui est bien dans le learning supervisé, puis on mélange. L'étape d'après, c'est de l'inverser. Donc là, on fait d'abord, c'est d'optimiser d'abord. La première chose, c'est d'optimiser. C'est-à-dire qu'on prend le surrogate, une fois qu'il fonctionne, lui, il va tourner extrêmement vite. On a des facteurs d'accélération qui sont donnés là. Et on peut optimiser, on peut chercher la meilleure solution avec un optimiseur, une descente de gradient ou autre chose, des métaheuristiques. La dernière étape, et ça c'est l'ultime, c'est d'inverser le surrogate. Alors ça, c'est quand le résultat est ultra rapide, il est toujours valide. Et pour vous donner un ordre d'idée, un design optique qui aujourd'hui nous prend 18 mois, c'est-à-dire 3 fois 6 mois avec le run en fab de validation, aujourd'hui on a la bonne solution en 82 secondes avec cette méthode-là. Et l'introduction des équations de Schrödinger. Des ponts de Schrödinger. Donc on a publié, on a un papier invité à Meta cette année, là, c'est dans 2 semaines je crois, c'est quelque chose qui n'existait pas. Pour autant, nos ingénieurs ne vont pas rien faire. Avec ça, on est capable de faire le travail qu'on avait pour nos gros clients en quelques secondes, mais on va passer l'étape d'après. C'est-à-dire qu'on va s'ouvrir des marchés qui étaient absolument inenvisageables jusqu'à présent. Donc pour moi, l'IA ne va pas remplacer les gens, mais va permettre d'autres choses. Et
ça permettra d'aller plus loin. Juste une note, l'inverse surrogate, que ce soit un GAN, Generative Adversarial Network, de la diffusion des variables auto-encodeurs ou des ponts de Schrödinger, ce sont toutes des IA génératives. Donc quand vous parlez d'IA générative égale LLM, c'est faux. Tout ça, c'est l'IA générative. C'est capable de générer, dans un environnement varié, des solutions qui vont bien. Avec plus ou moins de bonheur, comme un LLM, mais en tout cas, certaines méthodes, comme les ponts de Schrödinger, nous donnent des résultats assez extraordinaires. Donc quand on unifie la picture globale, nos surrogates, on les plug à des agentiques, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. On va utiliser aussi des algorithmes classiques, des librairies, du knowledge base, les outils des EDA, on met tout ça autour d'un agentique. Les providers d'outils ont également des solutions, donc on est obligé de les mettre également à contribution. Ils ont leur propre agentique, ils n'ont pas forcément envie qu'on développe le nôtre, donc ils mettent des freins lorsque ça vient par une machine, lorsque les demandes à leur agentique viennent d'une machine. Aujourd'hui, ils nous mettent des wait states, c'est-à-dire qu'ils font attendre, parce qu'ils ne veulent pas qu'on utilise notre propre agentique. Donc c'est un peu une guerre entre les US et l'Europe, là, que je vois, sur « ben non, je veux garder la main ». Donc il y a des choses intéressantes qui se passent, mais ça c'est un flow que je pense pouvoir mettre en production d'ici 18 mois, et c'est directement reporté à mon CEO tous les trimestres. Il y a 150 ingénieurs qui travaillent là-dessus, à travers toute la compagnie, dans toutes les divisions. Donc là, ça semble complexe comme ça, mais pour moi, c'est pas l'IA qui va remplacer les gens. C'est les gens qui utilisent l'IA qui vont remplacer ceux qui ne l'utilisent pas, ou pas assez vite. Et donc, il y a quelque chose d'important, c'est de ne pas attendre. Quand quelqu'un utilise une solution qui est sur le marché, comme le GenAI ou le low-code, tout le monde l'utilise. Donc là où on est, nous, ça ne nous donne pas de différenciation. Ce qui est important, c'est de ne pas attendre. Parce que même si on adopte maintenant, on a attendu avant, et on adopte l'IA générative, ça ne va pas nous donner de différenciation. Il faudra faire un énorme effort. Donc, il est important de se différencier, non pas forcément en adoptant uniquement ce qui est sur le marché, ce que tout le monde fait, mais d'aller largement au-delà. D'où l'idée des surrogates. On a décidé de bâtir cette expertise de manière interne. Il y a eu dans le white book, le white paper, une contribution d'ST sur comment on arrive à mettre les juniors et les seniors là-dessus. Et on a fait une publication aussi dans une conférence sur la façon de fonctionner du bootcamp. On regarde également combien ça nous permet d'économiser d'énergie. Parce qu'un surrogate, c'est extrêmement efficace en termes d'énergie et en termes d'utilisation des GPU. Vous divisez par 10 le nombre et la taille des GPU dont vous avez besoin. C'est ça qui est extrêmement intéressant. En conclusion, on est toujours à la recherche d'une différenciation. Pour nous, c'est juste notre ADN. On meurt si on n'a pas de différenciation. Le RAG et l'agentique, ça nous donne, par expérience, à peu près 15% de productivité supplémentaire. Les agents ont déjà démontré 25% dans les équipes, là où elles sont déployées. Ce que j'attends, c'est qu'en alliant les agents et un agentique de qualité, on va avoir un facteur 2. C'est-à-dire 2 fois plus de productivité. Le point là-dessus, c'est que un seul agentique ne va pas résoudre tous les problèmes. Donc il faut déstructurer un petit peu l'agentique d'aujourd'hui pour le restructurer en fonction des besoins. Aujourd'hui, un seul agentique va pouvoir adresser un problème bien particulier. Mais si on a un agentique moyen pour tout faire, on aura un résultat moyen partout. C'est absolument pas ce que je veux. J'ai beaucoup entendu parler de Chain of Thought, un petit peu de Tree of Thought. Je n'ai pas entendu parler de Graph of Thought aujourd'hui. Je suis un peu déçu, parce que la stabilité du Graph of Thought, pour moi, sera une des clés du futur. Voilà, donc si vous avez un takeaway à prendre... pour tout le monde. Un takeaway, je suis technique, hein. C'est qu'il faut explorer, c'est apprendre. J'ai l'impression de tout comprendre, mais là, j'avoue que là, tu nous as... À l'heure de la sieste, c'est quand même dur, hein, mais là, bon, ça va, je me sens un peu rassuré. Ouais, explorer, c'est comprendre. Se tromper n'est pas un problème. Attendre est le vrai problème. Pour moi, faut utiliser la méthode chinoise, telle que le montrait, je crois, Stéphane. On y va, et l'année prochaine, on corrige. Ça, c'est la bonne méthode, parce que ça permet de ne pas trop être en retard. Voilà. Merci. Merci.